Bonjour à tous. Vous allez regarder une vidéo de ma chaîne YouTube, Chronique d'une colère ordinaire, dont vous pouvez lire le texte par ailleurs sur mon blog, dont le lien s'affiche en bas de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en haut. Cela fait toujours plaisir. Ainsi que d'ailleurs quelques commentaires, même négatifs. Cela me permet soit de m'améliorer, soit, si je ne suis pas de votre avis, de vous répondre et d'avoir ainsi un débat constructif. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'écouter et à bientôt, j'espère. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 avril, soit 5 jours après le premier tour des élections présidentielles. Je ne reviendrai pas sur ma dernière vidéo censurée par YouTube, qui vous rappelait les erreurs et méfaits jalonnant le quinquennat de Macron. Je ne reviendrai pas non plus sur l'incroyable mépris dont il fait preuve envers le peuple français, sur les étranges collusions avec les cabinets de conseil, sur l'opacité absolue qui entache les décisions concernant la gestion du Covid-19. Tout cela est établi, acté et pour l'instant supporté, mais de plus en plus difficilement, car de plus en plus injuste et même illégal. Non. Aujourd'hui, je voudrais insister sur un point fondamental et qui me tient particulièrement à cœur. Cet aspect de la gouvernance macronienne peut sembler anodin ou même parfois vide de sens pour les jeunes générations. Mais pour les plus anciens dont je suis, c'est un véritable déchirement. Je veux parler de la perte de souveraineté et même d'indépendance de la France. C'est une histoire ancienne, car la France a toujours suscité des convoitises. Ainsi, nous constatons une tentative de mise sous tutelle par les Américains dès 1942, par l'intermédiaire du général Mark W. Clark, qui fait signer à l'amiral Darlan un accord mettant l'Afrique du Nord à la disposition des Américains, faisant ainsi de la France un pays vassal soumis à des capitulations. Nous voyons aussi que Washington avait prévu un statut de protectorat pour la France dès 1941, appelé AMGOT, Aryan Military Government of Occupied Territories, et avait même fait imprimer des billets verts sur le modèle du dollar avec le mot France et non République française. Il n'a été dû qu'à la vigilance, la ténacité et la volonté du général de Gaulle que cela ne se réalise pas. Nous comprenons donc mieux maintenant les véritables motivations de la construction européenne. La volonté des États-Unis de constituer une Europe d'États dépourvue d'une grande partie de leurs compétences régaliennes au profit d'une instance supranationale, donc la constitution d'une grande entité économique ouverte, permettant tous les échanges, tant des biens et services que des capitaux, sans que les États puissent s'y opposer. Nous y sommes maintenant. Pour y arriver, les États-Unis se sont appuyés sur l'Allemagne, État fédéral récent, car n'existant que depuis 1870, avec la complicité d'acolytes français, dont les plus connus sont Jean Monnet et Robert Schuman,
ainsi que le Belge Paul-Henri Spaak, qui n'ont eu de cesse d'œuvrer afin de torpiller le projet européen du général de Gaulle, qui voulait une Europe des nations et non une Europe fédérale. C'est ainsi que de Gaulle et Adenauer présentèrent au Bundestag allemand le traité de l'Élysée, signé par les deux parties le 22 janvier 1963, et que le Parlement allemand, sans consultation de la France, y ajouta un préambule dans lequel était précisé que ce traité ne remettait pas en cause les traités antérieurs, donc les traités avec les États-Unis, ce dont de Gaulle ne voulait absolument pas. L'Allemagne marquait ainsi catégoriquement sa volonté de rester en quelque sorte arrimée au vaisseau américain. Toutefois, le désir d'Europe et la volonté d'être en étroit partenariat avec les États-Unis n'a pas empêché l'Allemagne d'avoir le souci de sauvegarder ses intérêts. C'est ainsi qu'elle a pensé à inclure dans sa loi fondamentale, qui est le pendant de notre Constitution, une clause précisant qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer une loi européenne ou un article de cette loi si celui-ci nuit substantiellement à la souveraineté de l'Allemagne. D'ailleurs, Marie-France Garot le dit mieux que moi. Écoutez-la quelques instants. C'est un point de vue qui est légèrement orienté. Nous pouvons nous faire nos propres moyens. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'Allemagne est en position privilégiée? Parce qu'il y a tout de même une raison. Elle a, vous le savez, dans sa loi fondamentale, il y a un droit propre du Bundestag. Le Bundestag peut, tout seul, pas les deux chambres, en tant que tel, décider, et même doit, écarter toute disposition dont l'application altérerait le bon fonctionnement de la démocratie allemande, laquelle est supérieure à la démocratie européenne, dit toujours le Bundestag et la Cour de Karlsruhe, parce qu'il y a un peuple allemand, il n'y a pas de peuple européen. Il est tout à fait clair que dans un ensemble fédéral, où tous les pays sont liés par les traités, sauf un qui peut se délier quand il en a envie, qui est le patron? Ben, c'est celui qui peut se délier, évidemment. Autrement dit, nous sommes dans le 4e Reich. Faut être... J'ajouterai cependant un bémol à ce qui est dit, car en effet, depuis cette vidéo, il y a eu des arrêts qui ont atténué les effets de cette clause. Il n'en demeure pas moins que ces arrêts assez contradictoires, par ailleurs, arrêt Solange 1 et 2, arrêt sur le quantitative easing, il laisse la porte ouverte à une large interprétation, permettant ainsi à l'Allemagne de préserver, s'il en était besoin, une partie au moins de sa souveraineté. Pourquoi n'a-t-on pas fait de même en France? Tout simplement parce que Macron et ses affidés, mondialistes convaincus par conviction ou par intérêt, n'ont que faire de l'indépendance de la France. Ils ne cherchent qu'à l'affaiblir. Ils n'aiment pas la France. Nous allons d'ailleurs le constater plus encore dans le traité d'Aix-la-Chapelle du 22 janvier 2019, dont Macron, dans une contre-vérité insupportable, disait qu'il était la continuation du traité de l'Élysée du 22 janvier 1963, voulu par de Gaulle. Comment un homme qui déteste la France et fait tout pour l'affaiblir peut-il avoir l'outrecuidance de se prévaloir du général qui a consacré son existence à la sauver et à la rendre plus forte, respectée partout dans le monde? C'est proprement insupportable et inacceptable. Voyons plus avant de quoi il s'agit. Dans le préambule, nous assistons à une tentative de captation d'héritage,
selon l'expression de François Asselineau, par l'évocation du traité de l'Élysée, alors que, comme nous allons le voir, il s'agit de faire tout le contraire. Écoutons ce court passage de François Asselineau à ce sujet. Sur le fond, ce n'est pas scandaleux que l'exécutif signe un traité, puisque c'est dans ses prérogatives. Encore faut-il que le traité, ensuite, soit débattu et ratifié au Parlement, voire soumis à référendum auprès du peuple français. Là où l'on peut quand même être un petit peu plus préoccupé, c'est d'apprendre que ce traité va être signé dans quelques jours, que rien ne l'avait annoncé, qu'il a fallu qu'il y ait des campagnes comme ça sur Internet pour que d'un seul coup, finalement, l'Élysée se décide à rendre public le document. Et puis, je rappelle que M. Macron n'a pas été élu pour ça. Que je sache, M. Macron, à aucun moment dans son programme présidentiel, n'a indiqué qu'il allait signer un nouveau traité franco-allemand avec Mme Merkel. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, ce traité comporte 27 ou 28 articles, je crois, que j'ai examinés, qu'on va examiner ensemble avec vous, les principaux articles, pour voir de quoi il retourne. D'abord, ça commence par ce qu'on appelle un préambule, qui dit reconnaissant le succès historique de la réconciliation entre les peuples français et allemands, à laquelle le traité du 22 janvier 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande a apporté une contribution exceptionnelle, etc. Ce démarrage est important parce que ça fait référence au traité du 22 janvier 1963, c'est-à-dire à ce que l'on appelle en France le traité franco-allemand de l'Élysée, que Charles de Gaulle avait signé avec le chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. D'ailleurs, le traité d'Aix-la-Chapelle doit être signé un 22 janvier aussi, c'est-à-dire exactement le 56e anniversaire du traité franco-allemand de l'Élysée. Pourquoi 56e ? Pourquoi pas le 50e anniversaire ? Parce que la date est passée. Pourquoi pas le 60e anniversaire ? Parce que dans le 60e anniversaire, ça sera en 2023, que Mme Merkel, qui est en bout de course, qui n'en a plus que pour quelques mois d'être à la chancellerie, ne sera plus là, et que M. Macron, en 2023, je pense qu'il sera depuis longtemps reparti dans une banque d'affaires, peut-être aux États-Unis. En tout cas, il ne sera plus à l'Élysée depuis belle lurette. Donc, les deux protagonistes ont essayé de faire une opération politique en se disant on va faire le 22 janvier 2019, ça va permettre de se prévaloir de Charles de Gaulle, parce que c'est ça en fait qui est acquis du côté français, c'est que M. Macron essaye de se présenter comme le successeur de Charles de Gaulle. On va voir que c'est un héritage qu'il n'a pas le droit de réclamer, puisqu'en fait c'est une captation d'héritage. En fait c'est un faux héritier. Il fait exactement le contraire de ce qu'avait fait de Gaulle. Nous allons voir également qu'il confirme l'adhésion sans réserve à un marché ouvert dont De Gaulle ne voulait absolument pas. Écoutez encore ce passage. Donc, toujours dans cette présentation, il est question de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un marché mondial ouvert, équitable et fondé sur des règles, etc., etc. Je trouve ça assez incroyable, là aussi, puisque, en vertu de quoi, deux États se permettent de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un marché mondial ouvert. Il y a un traité qui est le traité de Lisbonne, qui est le dernier traité en date. Vous savez que tous les traités européens sont comme des poupées gigognes qui reprennent le précédent. Pourquoi est-ce que l'Allemagne et la France éprouvent-elles le besoin de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne, donc de parler au nom des 25 autres, qui doivent être furieux d'ailleurs, que c'est un marché mondial ouvert. D'ailleurs, on devrait tout de suite souligner à quel point Macron et accessoirement Mme Merkel font une captation d'héritage scandaleuse quand ils évoquent le traité franco-allemand de l'Élysée de 1963. Parce que, justement, je l'ai montré notamment dans ma conférence qui s'appelle «
qui gouverne la France. J'ai montré justement que ce que Charles de Gaulle avait voulu en janvier 1963 faire avec l'Allemagne, c'était de découpler l'Allemagne des États-Unis, c'était d'avoir une Europe qui serait sous influence française, et Charles de Gaulle avait bien insisté sur le fait que dans le traité franco-allemand de l'Élysée, il n'était justement question ni des États-Unis d'Amérique, ni de l'Angleterre, ni du GATT, c'est-à-dire le prédécesseur de l'Organisation mondiale du commerce. Le traité franco-allemand de l'Élysée était un traité d'amitié qui portait essentiellement sur des échanges d'étudiants et sur la création de l'Office franco-allemand de la jeunesse. En réalité, ce sont les Allemands qui, lors de la ratification par l'Allemagne de ce traité, en juin 1963, avaient ajouté un protocole interprétatif dans lequel ils avaient réintroduit tout ce que Charles de Gaulle avait voulu écarter, notamment sur cette affaire de marché mondial ouvert. Donc en réalité, M. Macron poignarde dans le dos le souvenir de Charles de Gaulle qui, justement, avait écarté cette idée de marché mondial. Passons maintenant à l'article 4 qui parle des forces armées. Il est question d'assistance mutuelle et la France s'engage à apporter son aide à l'Allemagne dans le domaine militaire en employant tous ses moyens, donc aussi l'arme nucléaire. François Asselineau vous en dit encore un peu plus. L'article 4 précise également une approche commune en matière d'exportation d'armements. On est ravis d'apprendre que la France va donc essayer d'exporter ses armements avec l'Allemagne. Et puis il est question également que les deux États créent un Conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Ça veut donc dire que désormais il n'y aura plus de possibilité d'avoir une réflexion militaire française qui ne soit que française. Ça veut dire qu'on va demander aux Allemands de mettre leur nez dans nos affaires. Alors nous, on peut dire oui, mais vous mettrez le nez dans les leurs. Oui, mais d'abord, malheureusement, les Français, c'est toujours un petit peu le coq gaulois qui est superficiel. On peut faire confiance aux Allemands, en revanche, pour eux entrer dans le détail. Et puis, qui nous assure que les Allemands, qui ont signé un accord de partenariat stratégique et militaire avec les États-Unis, ne divulgueront pas aux États-Unis, aux Américains, tout ce qu'ils apprennent sur la stratégie française. On est en plein délire. Après l'article 4 vient l'article 5. Et là, cette fois-ci, il est question de coopération en matière de politique étrangère. Les deux États étendent la coopération entre leur ministère des Affaires étrangères, y compris leur mission diplomatique et consulaire. Ça veut dire en particulier que l'on va avoir dans des ambassades, c'est même précisé, la représentation aux Nations Unies, etc., à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, on va pouvoir avoir des diplomates allemands qui seront là et qui parleront éventuellement au nom de la France au Conseil de sécurité. Bon, c'est quand même incroyable quand on y réfléchit. D'autant plus incroyable, encore une fois, que pourquoi est-ce que l'on devrait converger avec l'Allemagne, avoir le même point de vue que l'Allemagne, et non pas le même point de vue que d'autres pays comme l'Angleterre. Il est vrai que l'Angleterre va sortir de l'Union européenne, ou que l'Italie, ou que l'Autriche, ou que la Suède. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la France fait ceci ? D'autant plus que, là aussi, c'est un marché de dupes, puisque la France a le deuxième réseau diplomatique et consulaire au monde après celui des États-Unis. Et que la France est seule détentrice du siège permanent au Conseil de sécurité. Ça veut donc dire que, en fait, les Allemands n'ont pas grand-chose à nous offrir. En revanche, nous, on a des choses à leur offrir qu'ils n'ont pas. Des ambassades dans des pays où ils n'ont pas d'ambassade, ou bien une présence notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'article 6 du traité précise que la France et l'Allemagne créent une unité commune en vue d'opérations de stabilisation des pays tiers.
Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? De stabilisation des pays tiers. Ça veut dire qu'on va intervenir militairement quand on estime qu'un État n'est pas stable. Et on va faire ça avec l'Allemagne. Donc, ça veut dire que, en matière de cette unité qui interviendra pour stabiliser des pays étrangers, eh bien, l'Allemagne pourra nous demander, par exemple, d'intervenir en Ukraine, et en vertu des articles précédents, nous serons amenés éventuellement à mettre en jeu notre arsenal nucléaire pour protéger l'Allemagne. Et certains diront oui, mais la France pourra refuser. Mais comme on voit dans ce traité, on va le voir tout le reste d'ailleurs de l'examen, qu'en fait M. Macron a tout cédé et que Mme Merkel n'a absolument rien cédé, on peut estimer que dans cette unité destinée à stabiliser les pays étrangers, on peut estimer que, en fait, si Mme Merkel ou son successeur demande quelque chose, eh bien la France obtempérera. Enfin, dans ces articles 5 et 8, il est question de mettre en commun les représentations diplomatiques et consulaires, ce qui peut nous amener à partager ou à céder notre siège permanent à l'ONU, dernier attribut de notre souveraineté avec l'arme nucléaire. Éventualité d'ailleurs expressément mentionnée dans l'article 8. Mais écoutons une dernière fois François Asselineau. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette façon de raisonner les intérêts de l'Union européenne? La France, vous savez quelle est ma position, quelle est notre position à l'UPR. La France, au troisième millénaire, doit être porteuse de paix mondiale. Elle ne doit pas défendre particulièrement les intérêts de l'Union européenne. Je ne vois pas pourquoi la France défendrait spécialement les intérêts de la Bulgarie, de l'Estonie, plutôt que les intérêts de pays qui nous sont très chers et très proches, notamment culturellement, comme le Québec, la Suisse, le Vietnam, le Liban, le Maroc, le Sénégal, le Gabon, Madagascar et tous les pays de la francophonie. Et puis, le pire est à venir. Dans cet article 8, il est précisé l'admission de la République fédérale d'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Alors là, les bras vous en tombent. Les bras vous en tombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, et dont objectivement l'intérêt n'est absolument pas que l'Allemagne le soit également. Je rappelle que si l'Allemagne n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations unies, c'est parce que l'Organisation des Nations unies a été créée en 1945 avec la Charte de San Francisco. C'était les Nations unies contre les puissances de l'Axe, contre l'Allemagne, contre le Japon, contre l'Italie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Allemagne, les deux Allemagnes, ont été interdites d'entrer aux Nations unies. Entre 1945, 46, 47, 48, 49, 50, etc., toutes les années 50, toutes les années 60, l'Allemagne était interdite d'être aux Nations unies. Le Japon a pu entrer en 1955, 10 ans après la création des Nations unies. L'interdiction qui était faite a été levée par le Conseil de sécurité, notamment par un accord entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'Italie a dû entrer à peu près à la même époque. Mais l'Allemagne, il a fallu attendre 1973. De mémoire, c'était au mois d'octobre 1973, pour que les deux Allemagnes de l'époque, l'Allemagne de l'Ouest, sous domination américaine, et l'Allemagne de l'Est, sous domination soviétique, puissent entrer l'une et l'autre aux Nations unies. Et elles rasaient les murs. Voilà maintenant que la France se fait le porte-parole pour donner son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le siège au Conseil de sécurité des Nations unies, c'est ce qui fait de la France une grande puissance. Il y a deux choses qui font de la France une grande puissance. Son armement nucléaire et son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. C'est ce qui fait saliver
la plupart des grands pays du monde, et en particulier l'Allemagne. Ces deux atouts, ce sont les deux joyaux de la couronne France, deux joyaux que Charles de Gaulle nous a légués, puisque c'est grâce à de Gaulle que la France, dans la charte de San Francisco, a été reconnue comme faisant partie des puissances victorieuses de l'Axe. C'est grâce à de Gaulle que nous avons le siège permanent, et c'est grâce à de Gaulle que nous avons la force de frappe, même si elle avait été lancée, les études et les premiers travaux avaient été lancés sous la 4e République, c'est quand même de Gaulle qui l'a poussé en avant jusqu'à avoir une bombe thermonucléaire et à faire donc de la France l'un des pays très rares à disposer de cette force de frappe nucléaire, ce qui fait de la France une grande puissance. Voici donc succinctement résumé ce qui attend la France et les Français. Une continuation de la dictature vaccinale, un passeport vaccinal européen, la suppression de l'argent liquide, dernier attribut de notre liberté, le blocage des comptes bancaires, la diminution du niveau de vie des Français, sauf des plus riches, par le biais d'une inflation galopante, une domination de l'Allemagne qui imposera sa suprématie économique et politique sur toute l'Europe avec l'approbation des États-Unis. C'est la destruction programmée de la France. Destruction commencée dès 1941 par les Américains et achevée par Macron qui n'aura eu de cesse de détruire toute l'œuvre du général de Gaulle et du Conseil national de la résistance. Voilà ce qui nous attend si vous votez Macron. Et Marine Le Pen, me direz-vous, mieux ou pire que Macron? Pire, ce n'est pas possible. J'ai regardé le programme de Marine Le Pen et je n'ai rien vu que l'on puisse qualifier d'extrême droite. Rien qui rappelle la dictature de Macron avec la mise au pas de tous les organes de contrôle de la République. J'ai constaté d'ailleurs que les médias aux ordres commençaient leur tir de barrage sur elle. Et cela m'incline plutôt à lui accorder ma confiance. On a ainsi pu lire qu'elle violait la Constitution en faisant appel au référendum. Total mépris du peuple souverain. Inversion des valeurs. Nous sommes vraiment, et j'aimerais que vous en preniez conscience avant qu'il ne soit trop tard, dans un monde orwellien. Est-ce cela que vous voulez? Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur Kronbunker.